Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui euh, concernant les bouquins que j'ai lus. Hein, j'ai coutume de dire que je ne suis pas un intellectuel, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas de diplôme, comme diplôme, j'ai un certificat d'aptitude professionnelle de projectionniste. Hein, je travaillais dans un cinéma à projeter des films. Et bon, alors j'ai pas fait longtemps, je l'ai fait pendant 8 mois, et après je suis parti sur la route. J'avais 19 ans, et la vie a commencé à ce moment-là. À partir de mes 19 ans, et avec quelques... c'était assez intéressant. Bon, cela dit, je ne suis pas un intellectuel, donc je ne suis pas allé euh, à l'école moi je me suis arrêté en seconde. Bon, ça m'intéressait pas, les intellectuels ça m'intéressait pas, et heureusement que j'étais pas un intellectuel parce que sinon je n'aurais pas pu traduire le Rig Veda comme je le fais actuellement, ni comprendre, parce que j'aurais cru moi aux âneries qui nous donnaient, qui nous disaient, en gros, qui disaient que en gros l'Inde, le Veda a été apporté par une invasion des guerriers aryens, blonds aux yeux bleus, etc. Bon, voilà, tout le monde croyait à cette romance-là à partir du 19e siècle, 19e, 20e. À la moitié du 20e, ils ont commencé à changer parce qu'après la guerre, avec la récupération par les nazis du védisme et tout, bon, donc là, ça a commencé à changer, mais l'invasion aryenne est devenue une migration pacifique en Inde et ultra violente en Europe. Enfin bon, tout ça, honnêtement, ça tient pas vraiment debout. Ce qui est sûr, c'est que le Rig Veda n'est pas traduit, ne raconte pas une invasion, ni une migration, ni un déplacement de population. Bon, j'ai fait des vidéos à ce sujet-là, vous pouvez y aller. Vous pouvez regarder ça. Je développe, même là, j'ai pas le temps, j'ai plein de bouquins. Donc voilà, vous voulez lire le Veda, vous voulez comprendre le Rig Veda, déjà, il faut lire les bouquins qu'il y a dessus. Donc là-dedans, vous avez c'est Jean Varenne qui a recueilli tout ça. C'est des traductions qu'il a faites lui-même, plus d'autres, et donc il a cumulé tout ça là-dedans, mais c'est pas le Rig Veda en entier. Mieux, beaucoup mieux, Louis Renoux a traduit quelques hymnes, mais il a compris qu'il y a un petit peu plus de fond que croyaient ses collègues. Alors, la traduction en français, c'est fait par Alexandre Langlois, et là c'est tout le Rig Veda. Bon, ce que je lui reprocherais, moi, c'est que c'est pas de sa faute, hein, mais il a pris il a traduit, lui, d'après un truc qui était classé autrement qu'en mandala, comme tout le monde fait, et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Ah, là, il y a des lectures premières, section première, section troisième, poésie lyrique. Ah non, poésie lyrique, c'est le titre. Voilà. Il y a des premières lectures, deuxième lecture, etc. Difficile de s'y retrouver. Mais néanmoins, c'est pas trop mal, même si il privilégiait beaucoup plus la poésie à l'essentiel du texte. Bon, passons. Mais ça vaut le coup de le lire. Là, je l'ai payé 80 € il y a une dizaine d'années. On en trouve encore. Celui-là, voilà. Ça, c'est la méthode Assimile pour apprendre le sanskrit. Parce que j'ai gardé un très mauvais souvenir de l'école, et avoir un prof ou un mec qui me donne des devoirs et qui m'explique que c'est pas bien, que j'ai rien compris, etc.
Alors, je me débrouille tout seul. Avec ça, j'ai appris. Donc, à 70 ans, j'ai commencé à réapprendre à lire et à écrire en Devanagari. C'est à 70 ans. Aïe, aïe, aïe. Et bon, alors ça, c'est une méthode intelligente. C'est fait par une femme indienne, mais qui n'a pas voulu mettre le sanskrit sur le terrain religieux, spirituel ou autre chose. Là, c'est des histoires de belle-mère et de bru, bon, des histoires typiquement indiennes. Bon, voilà. Mais pour apprendre, c'est quand même plus pratique. Rassurez-vous, je ne suis pas un sanskritiste, j'ai absolument pas du tout l'intention de le prétendre. Je suis un simple mec qui se débrouille. Et voilà, je me débrouille pour traduire à ma manière, parce que à la manière des autres, je ne sais pas faire. Alors, autre bouquin. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, alors là, l'incontournable, c'est Michel Danino, L'Inde et l'invasion de nulle part. Michel Danino, qui est un Français qui vit en Inde et qui est naturalisé indien, il a la nationalité indienne, et il vit là-bas, il donne des conférences dans les universités, etc. Et c'est un type qui a fait un boulot énorme sur tout ce qui peut être cette histoire de migration indienne, aryenne, qui est sortie du cerveau fumeux de Max Muller, qui est un des traducteurs du Rig Veda. Et aussi sur la Sarasvati. Donc pour les francophones, vous pouvez lire ça. C'est très très intéressant. Si vous savez lire l'anglais, il a écrit un bouquin qui s'appelle On the Trail of the Lost River. Donc c'est sur la piste de la rivière perdue, qui est la Sarasvati. Il a fait un boulot monstrueux de recherche partout, et franchement, ceux qui continuent à dire que la Sarasvati, bah non, il n'y a rien qui prouve que c'était là, que c'était peut-être en Afghanistan ou peut-être dans les plaines d'Ukraine, allez savoir. Bon, c'est des gens qui nient l'évidence, qui sont entre nous des imbéciles, même s'ils sont très diplômés. Alors, à la suite. Ah non, alors pas tout de suite, celui-là peut-être tout à l'heure. La civilisation de l'Indus. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, et je le redirai à longueur de temps, le Rig Veda se déroule entre deux dates qu'on connaît. Ouais, on connaît. Il y en a une qui c'est à peu près, c'est à peu près moins 1900, donc 1900 avant Jésus-Christ, avant notre ère, que ça s'est arrêté, quand la Sarasvati s'est asséchée. Tous ceux qui habitaient le long de la Sarasvati, c'est-à-dire tout le clan des Purus, qui à l'origine habitaient là, après ça s'est développé, ils ont été obligés de partir vers l'ouest et de se réfugier en partie sur l'Indus, mais comme ils arrivaient tous sur l'Indus et puis que la mousson avait été déréglée, tout et tout, bref, ça s'est arrêté. Alors voilà, donc là, le Rig Veda s'arrête. Le Rig Veda dit toujours que la Sarasvati coule à flot. C'est une déesse. Donc là-dedans, vous allez retrouver le point entre la Sarasvati et le Rig Veda. C'est fait par trois types. C'est donc George Feurenstein, je prononce sans doute très mal, Subhash Kak et David Frawley. Bon, David Frawley, il donne souvent des conférences sur YouTube, vous pouvez voir ça. C'est intéressant, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Alors, voilà, celui-là, Indus Valley Civilization par Jonathan McMack
Mark Kenoyer. Hein, ça vaut très cher, ça vaut 300 €. Moi, je l'ai eu à 30 parce que je me suis bien débrouillé. Je l'ai acheté d'occasion, tout simplement. C'était une bibliothèque qui revendait ses bouquins, son fonds. Alors, oui, alors, attendez, je vais quand même vous montrer quelques trucs. Alors, c'est en anglais, hein, bien évidemment. Et c'est, voilà, vous avez toute l'archéologie de la vallée de l'Indus, les statuettes, tout ça. Bon, alors, le petit problème que rencontre Kenoyer, c'est qu'il fait ses fouilles essentiellement au Pakistan. Et oui. Et donc, il ne peut pas dire que c'était l'Inde védique. Parce que s'il dit que c'est l'Inde védique, au Pakistan, on va lui dire clac. D'ailleurs, le bouquin, lui, il est financé par le gouvernement pakistanais. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il dit que il identifie la Sarasvati, il dit que voilà, cette rivière, ce qu'on appelle la Gagar maintenant, qui est asséchée, hein, qui coule un petit peu de temps en temps, mais et pas partout. C'était l'ancienne Sarasvati avec un grand fleuve avec plusieurs kilomètres de large, etc. C'est bon. Elle a été asséchée et lui, il l'identifie, il dit que c'est bien la Sarasvati, comme c'est écrit dans les vieux bouquins indiens. Il n'a pas dit bouquin, mais un autre. Voilà. Mais s'il allait plus loin, hein, il se faisait couper les vivres et ça ne marche pas. Donc, s'il faut l'avoir, hein, il faut le lire, hein, ça, débrouillez-vous, hein, mais il y a des bouquins sur Internet, des bouquins d'occasion, vous pourrez le trouver facilement. Alors, je vais continuer là-dedans avec ceci. Ça, c'est le bouquin de Bibi Lal. Bibi Lal, c'était un archéologue qui était le directeur de l'archéologie Survey of India. Hein, c'est un truc qui dépend du gouvernement. Et il a repris lui, il fait évidemment le lien avec entre la civilisation de l'Indus et la Sarasvati, bien entendu. Bon, je vous préviens, c'est des pages qui sont assez épaisses quand même. Hein. Enfin bon, ça va. Voilà, vous voyez. Et lui, il a excavé Kalibangan. Kalibangan, qui a connu un tremblement de terre vers 2700 avant Jésus-Christ, etc. C'est vraiment très intéressant. Bon, là, on y va un peu au pif. Hein. Donc, le védisme. Alors, là, c'est de qui? De Bernard Baudouin. Bon, c'est pas mal. Bon, c'est toujours pareil. Hein. Lui, il continue de croire que c'était une invasion aryenne. Mais sinon, pour comprendre un peu le védisme, comment ça se passait, etc., c'est facile à lire et agréable à lire. Bon, ben, je les prends dans l'ordre, tant pis. Aldous Huxley, l'expérience psychédélique. Aldous Huxley est un... Ah non, c'est Timothy Leary, celui-là. Oh, pardon. Alors, oui, oulala. Timothy Leary, c'est pas n'importe qui. Je l'ai croisé à Alger. Croisé seulement. Mais c'est lui qui a rendu populaire le LSD. Hein. Il avait fait quand l'armée américaine a mis la main sur le LSD, ils se sont dit, bon, avec ça, on va pouvoir gagner les guerres, les doigts dans le nez. Et ils ont fait des essais sur des étudiants qui étaient volontaires, et puis ils touchaient une petite somme, ça les aidait à faire leurs études. Et puis après, bah, lui, il l'a développé, il l'a rendu populaire, il a même écrit des bouquins, donc il y a celui-là, c'est basé sur le livre des morts tibétain. Il ne connaissait pas le Veda, hein. C'est un Américain, il ne peut pas tout savoir. Il ne connaissait pas le Veda, mais il en avait entendu parler, mais il avait bien étudié le livre des morts tibétains, et il s'en servait pour
pour quand l'expérience se passe mal, par le livre des morts tibétains, il arrivait à guider l'individu pour que ça se passe bien. Bon. Voilà. Merci Timothy, tu as fait un grand bien à l'humanité. Tiens, ben celui-là. Alors, celui-là, bon, ça c'est un certain Jan Stevenson, 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation. Le phénomène de réincarnation, il a pris 20 cas qu'il a étudiés. Il y a en particulier le cas de Shanti Devi, qui est passionnant, parce que c'est une petite fille qui avait, dans les 5-6 ans, ça se passe à l'époque de Gandhi, quand Gandhi, c'est lui qui l'a fait connaître. Donc cette petite fille-là, elle passe avec ses parents, ils ont quitté leur village pour la première fois, pour la petite fille c'était la première fois, et ils sont allés à un pèlerinage hindou quelconque. Et quand ils sont revenus, ils sont passés par un village, et puis la fille a dit « Ah, voilà ma maison !» « Ah, voilà ma maison, ah, puis voilà mon papa, etc. » Et alors les parents, ils disent « Oh merde !» Ils se sont dit « Tiens, qu'est-ce qui se passe ?» Mais comme c'est pas des Occidentaux, les Occidentaux auraient dit « Ah, arrête de dire des bêtises !» Et puis fait « Bon, pas ferme ta gueule, on dit pas ça à un enfant, mais pas loin. » Là, ils se sont dit « Bon, on va quand même aller voir un brahman pour demander des explications. » Et alors, le brahman va essayer, bon, on va étudier ça. Ils sont allés voir, ils ont rencontré la famille, et puis la petite fille, elle disait, bah ça c'est mon mari, et puis ça c'est mes enfants, etc. Voilà. Et puis après 5, 6 ou 7 ans, ça part de l'esprit des enfants, et ils oublient. Donc, le cas de Shanti Devi est très intéressant, mais je ne suis toujours pas vraiment convaincu. Malgré mes expériences, la réincarnation, je ne sais pas. L'agnistoma. L'agnistoma. Voilà, alors ça c'est un boulot formidable qui a été fait par un mec, Willem Caland, c'est un Français, malgré le nom malgré son nom, et il a fait, il a épluché le Shatapatha Brahmana, plus tout un tas d'autres traités, d'autres petits textes, etc., pour reconstituer entièrement, dans les détails, dans les plus infimes détails, le sacrifice au soma, qui s'appelait l'agnistoma, c'est-à-dire l'éloge d'Agni. Agni, c'est le feu qui représente la lumière, l'illumination. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais alors c'est un bouquin en 2 tomes. Hein, il y a 2 tomes. Vous les trouvez sur Forgotten Books. J'en ai d'autres comme ça. Peut-être pas là. Vraiment. Il y a d'autres bouquins comme ça. Il y a une mine sur Forgotten Books, y compris les pires âneries qui ont pu être écrites. Hein, des trucs ahurissants. Bon. Je vous résume très vite comment ça se passe, un sacrifice védique. Ça dure 5 jours, hein, l'agnistoma. Ça avait lieu tous les ans au printemps, à la première pleine lune du printemps. Peut-être pas, parce que comme il y avait beaucoup de monde à faire des sacrifices, puisque c'était tous ceux qui avaient une maison qui vivaient assez à l'aise, tous les maîtres de maison, c'est-à-dire tous les bourgeois. Hein. Si on transposait ça chez nous, c'est tous les bourgeois et tous les gens qui vivent un petit peu au-dessus hein, ceux qui y a là, et puis il y a ceux qui sont là. Bon, tous ceux qui sont là, ils devaient faire le sacrifice. C'était une obligation de leur caste, et s'ils ne le faisaient pas, ils changeaient de caste. Voilà. Mais s'ils le faisaient, on était tranquille. Ces gens-là n'avaient plus d'ego, plus d'agressivité, plus de cupidité, et toutes ces choses-là qui pourrissent la vie et qui font que notre monde actuel est en train de s'écrouler et que ça ne va pas tarder. Bon, voilà, l'agnistoma, je vous le recommande vivement, parce que vous lisez ça, vous comprenez. Vous comprenez comment ça se passe, vous comprenez ce qui se passe dans les esprits, etc.
Alors, l'incontournable, bien entendu, Le secret du Veda par Sri Aurobindo, ça, il faut le dire. Pourquoi Sri Aurobindo? Alors, Sri Aurobindo, c'était un Indien qui est allé, qui a fait ses études en Angleterre. Il est arrivé à l'âge de 7 ans en Angleterre et il a fait toutes ses études là-bas. Il était parfaitement anglais, mais il était en même temps indien. Hein, parce que ça reste. Donc il comprenait la façon de penser des Occidentaux et la façon de penser des Indiens. Et quand il explique, eh ben on comprend. Alors les Indiens, je ne sais pas s'ils comprennent, mais nous, en tout cas, on comprend. Lui, pour décrypter le secret le Veda, en fait, bon, le titre, moi, je le trouve un peu tarte, mais ben, c'est pas grave. Il a regardé le nom des dieux et le nom des individus. Et c'est à partir de là qu'il s'est aperçu que tous les dieux avaient des noms qui signifiaient quelque chose, etc. Hein, comme Agni, Indra, Ushas, Sarasvati, tout ça. Et il s'est dit, oh là là, mais c'est beaucoup plus qu'un simple recueil. Il est mort en 1950. Donc il a fait ça à partir de 1910, je crois. Oui, hein, il était... Bon, alors, à lire, on le trouve facilement. Ça, je ne sais pas ce que c'est, ça n'a rien à voir. Alors, quoi d'autre? Ah, Stanislas Grof. Lui, c'est donc le type qui a démontré par 20 ou 30 ans de pratique que les effets obtenus par les psychédéliques, quels qu'ils soient, sont exactement les mêmes que ce qu'on obtient par le pranayama. Parce que c'est un Tchèque. À l'époque, on disait un Tchécoslovaque. Et dans les années 60, il est parti aux États-Unis. Parce qu'il avait été chargé, c'était à l'époque communiste, il avait été chargé par ses chefs c'est un psychiatre, donc de soigner des schizophrènes avec du LSD. Et c'est ce qu'il faisait, et ça marchait très bien. C'est-à-dire, il bandait les yeux, il mettait un casque avec de la musique dans les oreilles, et le gars, il avalait son LSD, et il avait ses expériences. Et il obtient exactement la même chose avec le pranayama. Pourquoi il est passé du LSD au pranayama? Parce que tout simplement, aux États-Unis, il y a eu la chasse aux sorcières qui a été lancée par les sectes, vous savez, les sectes chrétiennes là, qui ont un pouvoir sur les politiciens américains, et notamment tous les présidents américains, y compris Obama, tous. Ils y sont tous passés, ils sont tous sous l'emprise de ces gens-là. Vous avez une très bonne série documentaire sur Netflix qui s'appelle La Famille. Je vous conseille de regarder, et quand vous comprenez, quand vous voyez ça, vous vous dites « Oula, on nous a peut-être un peu raconté des imbécilités il y a quelques années. » Parce que toutes les histoires qu'il y a eu une campagne de presse terrible contre le LSD aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'ils prenaient ça n'importe comment, les gars, certains, pas tous, heureusement, mais certains prenaient ça n'importe comment. Bon, il y a peut-être eu des accidents, peut-être, mais ils ont inventé des trucs, ils en ont rajouté. L'histoire des gens qui croyaient qu'ils se prenaient pour des oiseaux, qui se jetaient par les fenêtres et tout, c'est pas vrai, bien entendu. C'était des mensonges, mais des grossiers mensonges. En ce moment, il y a tout un mouvement, qui secoue l'Europe, qui est la réhabilitation des psychédéliques, parce qu'on s'est aperçu que toutes les anciennes cultures, toutes les cultures qui sont antérieures au christianisme, le pauvre Jésus, il n'y avait rien à voir dans l'histoire, hein, parce que ça, c'est ses disciples
conformer ça. Toutes ces anciennes cultures ont été détruites. Il reste rien. Il y a rien. Alors en plus, c'était des cultures orales la plupart du temps. Donc il n'y a que le Rig Veda qui parle de l'usage des psychédéliques, sans le lire bien sûr, et qui décrivent tout avec l'agnistoma, etc. Mais on sait que, par exemple, au Turkménistan, la civilisation des oasis, qui était dirigée par des femmes au départ, il y a donc 5 ou 6 000 ans, consommait aussi des psychédéliques. En Bactriane aussi, c'est-à-dire nord-ouest de l'Afghanistan, c'était aussi des femmes qui régnaient, hein, ça a changé là-bas. C'était des femmes qui régnaient dans Bactriane. Ils utilisaient en Iran aussi. Bon, et en gros, hein, toute cette zone-là, je pense que tout le monde devait utiliser ces choses-là. Il y a eu une grosse sécheresse il y a 4200 ans, donc 2200 avant notre ère, qui a perturbé complètement les histoires de Soma, parce que comme c'était des champignons, si tu as une sécheresse, t'as pas d'humidité, et si t'as pas d'humidité, t'as pas de champignons. Voilà, point. C'est pas compliqué. Alors ils ont remplacé, on a retrouvé des traces, hein, puisque on m'a communiqué ça là, dernièrement. Il y a un chercheur russe qui a fait des fouilles là-bas, et qui a trouvé des restes de mélange de graines de pavot, d'éphédra et de cannabis. Mais ça, c'est pas ça. Le mélange, là, je connais un peu, ça vous donne pas le même résultat qu'un psychédélique. Hein. Il faut donc... ça a été... donc, quand on retrouve dans les textes indiens que... les textes indiens qui viennent après la période védique, c'est que le soma, il n'y en avait plus, et ils l'ont remplacé par plusieurs plantes. Ils ont fait plusieurs essais, notamment l'éphédra et le cannabis mélangé. Bon, l'éphédra, ça donne l'éphédrine, sa molécule s'appelle l'éphédrine. Elle entre dans la composition de la MDMA, de l'ecstasy. Mais c'est quand même des amphétamines, hein, des méthamphétamines. Et amphétamine plus cannabis, je connais, on peut avoir des grandes expériences très intéressantes et qui marquent fortement, mais ce n'est pas la non-dualité. Vous voyez ? Par contre, ça peut vous aider sur la route si vous êtes dans une démarche spirituelle. Si vous n'êtes pas dans une démarche spirituelle, tout ce que vous faites de toute façon, en changement de là, autant prendre une cuite, hein, autant aller au bistrot et puis boire de la bière, ça vous coûtera moins cher. Et voilà. Quand je parle donc des expériences, pour se changer l'état de conscience, il faut bien savoir que tout se passe en fonction de ce que vous avez dans la tête. Si vous êtes... j'en ai connu pas mal de gens qui prenaient du LSD pour aller écouter un groupe de rock. Bon, bah oui, mais non, mais c'est pas bon. C'est du gâchis, c'est donner de la confiture au cochon. Voilà. Ça c'est l'Agnistoma, tome 2. Hein, je vous dis, c'est le tome en 2 tomes, donc si vous l'achetez chez Forgotten Books, vous trouvez ça sur Internet. Vous pouvez les lire en ligne, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Mais moi, je préfère avoir les bouquins en papier, dans les mains. Ah, voilà. Ah, la Brihat Samhita. Le bouquin dont je vous ai parlé quand j'ai découvert cette histoire d'éclipse. Alors, je ne suis pas le seul à l'avoir découvert. Hein. Depuis, on m'a communiqué... ça a été trouvé en 1947 par un Indien, dont j'ai oublié le nom, mais je l'ai noté quelque part, qui avait déjà trouvé ça, en 1947, hein, l'année de ma naissance et celle de l'Inde, par la même occasion. Il avait trouvé ça. Et il y en a d'autres qui pensent que c'est
qu'il y a une histoire d'équinoxe qui vient compliquer un peu les choses, et que en fait ce serait peut-être pas l'éclipse en question ne remonterait pas forcément à 3784 avant Jésus-Christ ou avant notre ère, mais qui serait de 3968 ou quelque chose comme ça. Bon, bref, on n'est quand même pas loin des 6000 ans, hein, il y a 6000 ans. Voilà, c'est les deux dates dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez celle de fin qui est l'assèchement de la Sarasvati, et une des dates du début, peut-être pas du tout début, mais d'un bon début quand même, qui est donc aux alentours de moins 4000, un petit peu moins, mais ça ne veut pas dire qu'ils avaient démarré leur civilisation le jour de l'éclipse. Peut-être que ça existait déjà depuis un siècle ou deux, ou un millénaire, allez savoir. Voilà, le bouquin, Éclipse totale. C'est là-dedans que j'ai trouvé la date, moi, de mon côté. Alors, c'est le type qui a écrit, les deux types qui ont fait ça, c'est Pierre Guillermier et Serge Kouchmy. C'est des astrophysiciens, eux, le Veda, ils connaissent pas, ou ça les intéresse pas. Quand ils en parlent, c'est page 97, je vais vous le dire tout de suite. 97, voilà. L'éclipse la plus ancienne qui ait laissé des traces dans la mémoire de l'humanité semble être une éclipse de soleil relatée dans une chronique indienne. Cet événement date du 21 octobre 3784 avant JC. J'ai cherché, c'est pour ça que j'ai pris que j'ai repris ce bouquin, que j'ai acheté ce bouquin-là. Je voulais voir dans quelle chronique indienne. Mais en fait, la chronique indienne, c'est le Rig Veda. Donc tu ne peux pas faire plus vieux que le Rig Veda, il n'y a pas d'autres livres plus vieux. Donc la plus vieille éclipse de l'humanité, c'est celle qui est dans le Rig Veda. Donc, et alors, si vous n'êtes pas convaincu, vous avez ici, je vais vous trouver ça, je ne sais pas où c'est, mais c'est quelque part par là, c'est vers la fin. Voilà. Vous avez ici le programme. Ah non, ça c'est pas le programme, attendez. Il est là. Bref. Oh, je sais plus où il est, tiens. Non. Vous avez le programme informatique. Voilà, il est là. Il est là. Le programme de calcul informatique. Alors, est-ce qu'on y voit quelque chose? Programme de calcul de date d'éclipse de lune et de soleil. C'est écrit en basique. Et vous recopiez, il y a 5 pages, je crois, 5 pages de programme. Vous recopiez le programme sur votre ordinateur et vous vérifiez vous-même. Voilà. On peut difficilement faire mieux. Alors, Georges Bouchard d'Orval, qui avait fait un bouquin aussi sur le védisme. Bon, c'est... bon, alors le Soma et tout ça, il n'a pas vu, lui non plus, bien sûr. Et il croit aussi, je pense, à l'histoire d'invasion aryenne. Je ne me rappelle plus je ne sais pas. Bon, bref. Ouais, c'est pas indispensable, mais c'est un type qui a envie. Le védisme par Bernard Baudouin, alors c'est plus classique, hein, on va dire. C'est plus... qu'est-ce qu'il est, lui? Écrivain, journaliste, sur les mouvements de pensée. Ouais, il a écrit des bouquins sur le bouddhisme, sur le zen, etc. Donc c'est un amateur, si vous voulez, qui a envie. Là. Et ça, donc le dernier, Aldous Huxley, Les portes de la perception. Il raconte ses expériences avec la psilocybine. Donc la psilocybine, c'était la même chose que le soma. Hein, c'était voilà. Et ben je vais vous laisser là. Hein. Si vous voulez
Si vous voulez des informations sur ces bouquins-là, vous trouvez tout ça sur Internet. Il y a certainement d'autres. Là, je suis en train de lire le Shatapatha Brahmana, mais en anglais. C'est bon. Voilà, hein, si vous pouvez trouver ça, il n'y a pas de problème. Donc, je vous laisse, je vous abandonne lâchement et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je pense que je vais refaire une autre vidéo dans pas trop longtemps parce que je vais arriver à un moment ou à un autre sur un hymne aux chevelus dans le Rig Veda, dans le 10e mandala. C'est un hymne aux sadhus. Et les sadhus, j'ai bien connu puisque j'ai vécu leur vie pendant un moment. Donc, je vous souhaite à tous encore une fois plein de bonnes choses et Kenavo dans nos Betek Antrer. Le Vézar était présent là.